Donc je suis arrivée effectivement en contractuel, important de le dire, un contrat de 3 ans qui est renouvelable en principe une fois et puis après qui permet, si tout se passe bien, d'aboutir sur un CDI de droit public. Mais entre-temps, voilà, j'ai aussi l'opportunité de passer le concours et de devenir ingénieur territorial. Voilà, en 2014-2015, je suis devenue ingénieur territorial et donc fonctionnaire. Ça correspondait vraiment à une suite logique. Ça peut paraître cliché de parler du sens du service public, mais c'est une réalité, effectivement, quand on découvre le milieu. Donc j'ai commencé en tant qu'animateur et gardien de musée, et puis quand j'ai terminé mes études de psychologie du travail, je suis allé voir la DRH de la ville, mon profil matchait parfaitement. Et donc j'ai été recruté en tant que chargé de recrutement. J'ai découvert l'organisation de l'ensemble des directions, j'ai découvert le florilège de métiers aussi que les collectivités territoriales proposent. Un chargé de recrutement, donc c'était ma vocation à la base en faisant des études, c'est de travailler dans le recrutement. Il faut savoir que dans une collectivité comme Versailles par exemple, on n'est pas loin de 200 métiers différents. Et puis après, on est arrivé en 2016, le vote de cette loi RGPD. J'ai intégré en 2017 la direction des systèmes d'information et du numérique. Je suis rentrée à la ville, j'avais 18 ans et demi, en tant qu'apprenti. Je faisais mon BTS en aménagement paysager. À l'issue de quoi, un bureau d'études d'espace public qui s'est monté, qui n'existait pas avant. Un bureau d'études qui recrutait des personnes de la construction, des espaces verts, de la voirie. Et on m'a proposé de rentrer dans ce bureau d'études. Suite à quoi j'ai fini mon BTS, j'ai été embauchée donc, en catégorie C, puisqu'il n'y avait pas de poste ouvert pour moi à ce moment-là. J'ai passé mon concours de technicien. J'ai donc été embauchée en tant que catégorie B. À la suite de quoi le bureau d'études est monté en compétence. On m'a proposé de prendre la responsabilité du bureau d'études et j'ai été promue en catégorie C, ingénieur. Il y a tout un travail de gestion des ressources humaines et ça c'est un peu ma spécificité on va dire en tant que conservateur parce que la plupart de mes autres collègues dans l'établissement sont responsables d'une collection. Ils vont être, je sais pas, spécialistes de la peinture du 17e dans un grand musée. Moi, je suis responsable d'une équipe de 30 personnes permanentes, sans compter les vacataires, conférenciers et à l'accueil. Ce qui fait vraiment un gros travail au jour le jour en fait, de management. Le métier de directeur de l'éducation, on en parlait avec Antoine quand on a préparé cette journée. En fait, c'est un métier qui n'existe pas, ou en tout cas qui n'existe que dans les collectivités territoriales. Il y a quelques années, il y a une de mes filles qui m'avait fait cette réflexion, qui m'a dit « mais toi en fait papa, t'as pas vraiment de métier ». Et effectivement, à la rentrée, quand ils remplissent la fiche de renseignement, qu'elles me demandent quoi mettre, je leur dis « ma mère fonctionnaire, ça suffira, pas la peine de s'embêter plus que ça ». Et on a dans les collectivités une multitude de métiers de cadre où il n'y a pas de formation initiale. Donc ce sont des professions sur lesquelles on ne va pas s'appuyer sur un savoir technique particulier, même s'il y a un corpus réglementaire quand même à assimiler, mais on va plus être sur des métiers qui vont s'appuyer sur des qualités de savoir-être ou de savoir-faire. Ce qui veut dire, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, que ça peut être des métiers qui peuvent être accessibles à des cadres du privé en cours de carrière ou en deuxième partie de carrière. L'avantage d'avoir de la maîtrise d'œuvre en interne, c'est-à-dire que le projet, on peut le travailler bien en amont, avoir des échanges réguliers avec le maire, avec les élus, avec les conseils de quartier, avec les riverains, etc. Et le projet, on va l'affiner et une fois qu'il va être réalisé, on ne va pas le lâcher non plus. C'est-à-dire qu'en collectivité, je fais mon projet, et bien forcément derrière, c'est mes collègues de l'entretien qui vont l'entretenir, c'est mes collègues des espaces verts qui vont avoir en charge des espaces verts. Donc on a un vrai suivi de A à Z. Alors la gestion de projet informatique est la même, que ce soit dans du privé, dans du public, enfin, presque la même. Moi j'ai été agréablement surprise par le niveau de compétences techniques, par le niveau aussi quelque part d'évolution technologique au sein des collectivités, puisqu'on pourrait penser qu'on travaille sur des systèmes anciens, etc. Mais alors pas du tout, on est plutôt, alors j'ai pas à la pointe, mais en tout cas on suit le mouvement sur des systèmes qui sont maintenus, qui sont actuels, et puis avec aussi un certain dynamisme. Il faut le reconnaître, les projets doivent être menés, les solutions doivent être mises en place. Donc voilà, il y a quand même un dynamisme dont on pourrait ne pas avoir effectivement idée, malheureusement avec des a priori comme ça dans la fonction publique. C'est très propre à la fonction publique et je pense notamment à la fonction publique territoriale
et notamment communale, d'avoir effectivement cette coexistence d'une hiérarchie administrative. On est comme dans chaque entreprise, on a une équipe de direction générale et ensuite l'organisation est déclinée en différents niveaux de responsabilité. Et puis on a à côté une hiérarchie politique, puisque nous par exemple l'éducation, on travaille étroitement avec une adjointe au maire en charge de l'éducation. Alors on a tous le même patron, c'est le maire, mais pour autant entre l'administration et les élus, parfois on a peut-être une façon un peu différente d'analyser les demandes de monsieur le maire et le projet politique d'une façon plus générale. Et donc il faut trouver toujours là aussi le bon curseur et le bon équilibre pour ne pas sortir du cadre administratif qui est le nôtre, tout en étant une vraie force d'appui auprès de notre politique, dont le boulot est de développer des politiques publiques. Et on parlait de concertation avec les riverains. On est tous citoyens dans notre ville. On a tous nos envies et nos besoins. Et nous, notre job, c'est de concilier toutes ces demandes et d'essayer d'en faire un projet qui satisfait 90% des gens. On n'arrivera jamais à satisfaire 100% des gens. Alors un conservateur du patrimoine, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en France, c'est un peu particulier. Mais en fait, c'est les personnes qui s'occupent des collections qui sont musées de France. C'est en fait un label, une appellation dont bénéficient à peu près 1200 musées en France. Alors il y a les grands musées nationaux évidemment, et puis la majorité en fait ce sont des musées de collectivités territoriales comme le nôtre. Donc on a vocation nous à assurer un travail en fait de chef d'orchestre à l'intérieur de ces établissements pour conserver, diffuser, valoriser les collections qui sont inaliénables et imprescriptibles. C'est donc il faut entretenir en fait ces collections et puis les valoriser. Donc, je suis évidemment pas seule pour faire tout ce travail parce que pour les valoriser, il y a des personnes qui font de la médiation, donc tout ce qui est visite, accompagnement des publics. Il y a un rôle social en fait dans le musée et il y a un rôle d'éducation qui est très important.